Alors c'est de ça donc qu'il sera question maintenant, avec deux petites questions pour commencer la discussion, la présentation. D'abord, bien sûr, une petite question, qu'est-ce que ça évoque à Alexandre Jardin, à la Normandie? Et puis le choix du zèbre, et nous expliquer ce mouvement bleu-blanc-zèbre, et en gros vos principales réalisations, vos principaux objectifs. Voilà, merci. Et bienvenue Alexandre Jardin. Vous avez employé une tournure qui me va. Vous avez commencé par parler de l'évidence normande. Pour moi, c'est l'évidence de ma famille, du côté de mon père, qui sont normands. On est normands. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toute une branche de ma famille de dingues. La branche normande chez nous, ce sont des dingues. Ça vient d'Évreux, ça vient de Bernay, et ce sont vraiment des dingues. Ils ont eu une manière de vivre, une liberté inouïe. Ma grand-mère n'avait pas de papier d'identité. Et quand je lui disais, mais je pense qu'il va falloir quand même te faire faire une pièce d'identité, elle me disait, mais mon chéri, je sais qui je suis. Je disais, certes, mais quand on va franchir la frontière, il va falloir montrer. Et elle me disait, tu vois bien que ce n'est pas sérieux ce que tu me demandes. Pourquoi est-ce que ce douanier aurait plus confiance en un de papier qu'en moi? Donc elle raisonnait juste. Elle raisonnait juste. Donc ma branche normande est fantasque. Ma grand-mère s'endormait chaque soir en laissant la fenêtre entrouverte, au cas où un amant absolument magnifique rentrerait. Un cambrioleur. Donc, quand j'allais l'embrasser, elle me dit, on trouve les fenêtres. Il n'y a jamais eu de cambrioleur. Mais il y avait beaucoup de romans. Donc pour moi, la part normande, c'était avec quelque chose de compliqué également, qui est le passé de mon grand-père normand. Et ça a été la source de mes premières interrogations politiques, puisque mon grand-père a été le directeur de cabinet de Pierre Laval en 1942-43. Je ne sais pas comment vous auriez vécu avec ça. On a tous des complications par rapport à cette période de l'histoire de France dans nos familles. C'est rarement simple. Moi, ça a été carabiné. Parce que directeur de cabinet d'un chef de gouvernement, ce n'est pas une fonction secondaire. Ça prépare la décision et ça l'applique. Il arrive en mai 42 et un jour, un ami, je devais avoir 16-17 ans, me dit, il y a un problème dans ta famille. Il arrive en mai 42 et le Veldiv, c'est en juillet. Je dis, et alors? Et il me dit, juillet, c'est après mai. Donc il est aux manettes. Et il reste 2 ans. Alors, quelle que soit la complexité de cette époque, à un moment, il y a des gens qui ont assumé certaines fonctions. Un certain usage de la police française, une certaine idée d'une politique raciale, ce qui veut dire que j'ai été très tôt confronté à des questionnements que je n'osais pas assumer en famille, dans cette branche normande qui, bien que fantasque, était empreinte de ça. Comment faire pour penser l'impensable, puisque j'avais en face de moi, quand j'étais enfant, un homme doté d'une éthique. Si j'avais eu un monstre, ça aurait été facile. Pas du tout. D'où mes questionnements sans fin sur l'absence de culpabilité dans ma famille. Et en fait, après des années de réflexion, j'ai fini par comprendre qu'ils avaient eu la sensation de faire le bien. Rétrospectivement, ça semble extraordinaire, mais en fait, il n'y a pas de grand massacre dans l'histoire de l'humanité qui ne soit pas porté par une éthique. Et Vichy, ça dégouline de morale. C'est très paradoxal, ce que je dis, mais vous ne pouvez pas perpétrer de grands massacres si vous ne manipulez pas la morale.
le nombre de vrais pervers qui veulent exécuter des petits-enfants est assez réduit. Donc il faut manipuler un moment la morale. Et en fait, pour moi, mon grand-père est exactement, et je dis ça en pensant à la France d'aujourd'hui, le genre de personnage les plus dangereux. Parce qu'il n'est pas apparemment dangereux. Ce n'est pas un fou, ce n'est pas un hystérique, ce n'est pas un type assoiffé de sang. C'est le jour où les gens comme mon grand-père basculent dans certains régimes que ça devient dangereux. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Des gens très bien », qui est un livre d'interrogation sur les mécanismes mentaux qui vont permettre l'impensable et qui reste une partie de l'impensé français. Comment des gens très bien ont participé à ça. Dotés d'une éthique, j'insiste là-dessus. Et c'est vrai que dans la morale de mon grand-père, il y a quelque chose qui est une valeur cardinale, c'est la souveraineté française. C'est une génération qui sort des tranchées, qui sort d'une certaine histoire, et donc maintenir la souveraineté française est la valeur suprême. Donc tant que c'est la police française qui arrête les juifs, c'est qu'il y a un État français. Ça semble surréaliste aujourd'hui, mais l'esprit humain est capable de bien des mécanismes déroutants. Je pense que s'ils avaient pu ouvrir, s'ils avaient dû ouvrir eux-mêmes des camps, c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait en zone sud, si les barbelés avaient été made in France, ça allait. Il fallait maintenir le fait français. Et d'où cette absence de culpabilité, qui est extrêmement déroutante à vivre à l'intérieur d'une famille. Normalement. Et puis, pourquoi le mot zèbre, pour répondre à votre question? Parce que c'est un animal bizarre. Et en français, il y a une belle expression, on dit un drôle de zèbre. C'est-à-dire quelqu'un qui raisonne bizarrement. Et presque toujours, quand on est dans une situation bloquée, historique, sur un territoire, il y a presque toujours une fille ou un type dans un coin qui raisonne en zèbre. Quand il y a un blocage, il y a quelqu'un qui se met à raisonner en dehors du cadre. C'est comme ça que l'Université populaire de Caen est née. Il a vu quelque chose qui ne lui plaisait pas. Il s'est mis à raisonner en dehors du cadre, et en dehors du cadre, il y avait la possibilité de faire une université populaire, pas à Paris, mais à Caen. Et pendant des années, j'ai été au fond assez fidèle à mon autre branche familiale, du côté de ma mère. Le grand-père de maman était le bras droit de Jaurès. Quand Jaurès a été assassiné, ils étaient à table ensemble. Puis assis à sa droite. Il a pris une balle. Il n'est pas mort. Sa famille possédait une partie des grands magasins du Havre. Il avait vendu sa part, et il avait donné sa part à Jaurès pour fonder l'Humanité, le journal, dont il a été administrateur pendant extrêmement longtemps. Il s'appelait Landrieux. C'était un professeur au Collège de France de chimie moléculaire. Et quand j'étais enfant, ma grand-mère, ma grande-tante, surtout ma grande-tante, je préférais ma grande-tante à ma grand-mère, me racontait son enfance autour de Jaurès. Et ce qu'avait été le socialisme de cette époque, qui n'avait rigoureusement rien à voir avec ce qu'il est devenu ensuite. C'était des gens qui faisaient. Elle m'expliquait que être socialiste à l'époque, ça voulait dire créer des épiceries solidaires, créer des boulangeries sociales, créer des caisses de retraite, des caisses de secours. C'était faire des choses. C'était impensable pour eux de se prétendre socialiste et de ne rien faire. Et elle me racontait donc qu'ils ne se contentaient pas de voter ou de militer dans des partis, ils faisaient des choses. Et elle me racontait tout ça, et elle me disait qu'il y avait déjà à l'époque
des gens dans le socialisme qui ne faisaient pas. Je dis qui? Elle me dit, dans les réunions, parce qu'elle était petite, donc avec sa sœur, ma grand-mère, le père les emmenait, et elle s'endormait souvent sur des banquettes au siège de l'Humanité. Elle me dit, il y avait Lénine qui ne faisait pas. Il y avait Mussolini qui ne faisait pas. Et Mussolini avec Lénine? Et oui, oui, tout ça vivait ensemble à Paris, autour de 1900. Et donc, elle me racontait qu'il y avait ceux qui faisaient et ceux qui ne faisaient pas. Ceux qui allaient devenir, au fond, très étatistes, et puis ceux qui étaient beaucoup plus coopératifs, mouvements associatifs, mutuels, etc. Ceux qui faisaient des trucs. Et puis j'apprenais également qu'on pouvait, à un moment, avoir bu des coups ensemble, fait des journaux ensemble, et puis créer le fascisme, créer l'Union soviétique, ou Jaurès. Donc je savais que l'être humain pouvait dériver, pouvait devenir fou, pouvait suivre des idées et devenir absolument fou. Je le savais familialement, du côté de ma mère et du côté de mon père. Et en 1999, j'ai pris une décision de commencer. Jusqu'à présent, j'avais toujours mené une vie d'auteur à la mode, qui publiait des romans qui n'avaient rien à voir avec l'engagement. Rien. Et dans les années 90, j'ai bien vu, comme vous tous, la première vraie émergence du Front National. Je me suis dit, il y avait des gens qui faisaient des concerts, qui disaient que c'était pas bien. Je me suis dit, ça ne sert pas à grand-chose. Et ces gens qui protestent ont probablement de très très bonnes raisons de protester. Il n'y a a priori pas de raison de penser que l'être humain veut juste faire chier. S'il crie, c'est qu'il a mal. Donc j'ai commencé à sortir de mon petit Paris ultra centralisé, dans une bulle, dans lequel j'avais grandi, où je tournais des films avec Sophie Marceau, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire en tant que citoyen? C'était ma famille qui m'avait appris ça. Qu'est-ce que je peux faire pour commencer à réparer le pays? Et surtout là où ça crie. Et on a fondé un premier mouvement qui est l'origine de tout ce qu'on a fait ensuite, qui s'appelait le Relais Civique, qui avait une règle simple: repérer des initiatives locales enracinées dans un territoire qui obtiennent des résultats réels pour réparer les grandes fractures du pays. On a trouvé beaucoup de choses, mais au début, c'était vraiment, on était une douzaine chez moi. Ça a donné énormément de mouvements qui se sont construits ensuite, dont un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Lire et faire lire. Lire et faire lire, ce n'est pas né de mon cerveau, c'est né de la pratique des retraités brestois. C'est venu de Brest, des Bretons. Il y avait à l'époque un type hors norme qui avait une idée par seconde et qui le faisait faire aux retraités brestois. Et dans la myriade d'initiatives que ce type portait à l'Office du retraité de Brest, l'ORB, il y avait ce programme qui m'a tout de suite passionné. Il embarquait les retraités de sa ville dans les écoles maternelles et primaires pour transmettre le plaisir de lecture à de tout petits groupes d'enfants. Quand, en 99, je rencontre ça, en 98, je rencontre ça, plusieurs choses me frappent tout de suite. Cette initiative très structurée, menée à Brest depuis 15 ans, obtient des résultats assez spectaculaires dans un même quartier. Quand les retraités vont faire lire dans une école, vous avez 3 à 4 fois plus de livres qui sortent de la bibliothèque. Ce qui est un indicateur gigantesque. Ce qui était très frappant également, c'est que les gens étaient heureux de faire ça. Ils ne le faisaient pas par vertu, mais parce qu'ils étaient heureux de vivre avec des enfants. Donc il y avait une vraie pérennité dans le temps, parce que, au fond, tout le monde s'y retrouvait. Et puis quand on grattait un peu, on voyait que les gamins, non seulement on les vaccinait contre l'échec scolaire, on intégrait les retraités, on intégrait également les enfants issus de l'immigration, parce que les dames, c'était surtout des femmes qui faisaient ça.
en réalité, venait avec le prétexte du livre et établissait des liens affectifs puissants. Repartait avec des dessins. C'était pas prévu au programme, mais en fait, il y avait beaucoup d'amour là-dedans, qui circulait. Or, un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, n'aime pas la France. Il se fout d'un drapeau, il aime une dame, ou un monsieur qui le considère. Donc c'est un immense programme d'intégration que j'ai découvert à l'époque. C'est un mot qu'on emploie tout le temps, beaucoup. Mais il y a peu de gens qui peuvent dire qu'est-ce qu'on fait lundi concrètement pour que ça marche. En vrai. Eh bien, les retraités brestois répondaient. On lit des histoires, le chien bleu, en petits groupes de 4 à 5 enfants. On tisse des liens affectifs autour du livre, on augmente le vocabulaire des enfants. Donc, c'est une politique de prévention contre la violence, car dès qu'on remplit de mots un enfant, ça va faire un adolescent disposant d'un vocabulaire étendu, qui fera quelque chose de ses pulsions, de ses colères, de ses émotions. On ne sait pas trop quoi, mais il en fera quelque chose. Alors que s'il est prisonnier de son corps, de sa biologie, et qu'il n'a pas de mots pour médiatiser sa violence, il commera. Donc quand j'ai vu ça, c'était reproductible, c'était pas cher, c'était prodigieusement efficace parce que les inductions de ce programme étaient multiples et puissantes. Je me suis dit, on doit faire ça dans toute la France. On a convaincu la Ligue de l'enseignement et l'UNAF, les associations familiales, de porter cette pratique à travers le pays. Ça a été long. Ce sont des organisations, Dieu merci, décentralisées. Ce qui veut dire que c'est plus lent et beaucoup plus puissant. Parce que quand les gens s'approprient sur un territoire le programme, et ils le font durablement. L'éducation nationale, alors? Alors, ça s'est joué à coups de baramine. C'est-à-dire que quand vous allez voir que vous êtes une starlette de la littérature, vous obtenez le rendez-vous avec le ministre. Histoire d'accélérer les choses, vous allez dans le bureau du patron, qui n'était pas encore le patron, qui était le numéro 2 à l'époque, de Paris Match, vous volez des enveloppes et du papier en tête, ce que j'ai fait. J'ai invité pour une photo pour Paris Match une 50aine d'écrivains. Ce sont des êtres souvent égoïstes qui ne viennent que pour une photo dans Paris Match. Je les ai convoqués pour la photo de match. Ensuite, j'ai prévenu. Donc, ils sont venus. Donc, on l'a fait de manière guerrière. On s'est battu. J'ai prévenu ensuite le patron de match que j'avais imité sa signature. Ils sont venus, on avait une photo qu'on a publiée dans Match, une fois qu'on l'avait. Ça impressionne toujours beaucoup le politique du moment. Quand il y a 50 écrivains sur une double page de Match, on se dit, merde, petit, on est quand même un peu obligé d'écouter. C'est comme ça qu'on a obtenu tous les premiers rendez-vous, les premières circulaires qui sont sorties. Mais quand vous avez l'accord d'un politique, c'est quand même lent. Parce qu'entre son cerveau et sa main, pour signer le papier, il y a un temps administratif de l'ordre du délire. Donc, je m'étais fait inviter avec des copains écrivains. Il y avait une émission qui s'appelait Ciel mon mardi. Je m'étais fait inviter avec Kovlar, Pénac, je ne sais plus qui. Et j'avais, à l'époque, c'était Jack Lang. Et comme ils avaient beau être d'accord, on n'obtenait pas la signature pour que ça passe au BO, au bulletin officiel. Donc j'ai appelé Madame Lang. Allô, j'ai une mauvaise nouvelle à nous annoncer. Nous allons détruire la tête de votre mardi prochain avec un groupe d'écrivains en public en disant qu'entre son cerveau et sa main, il faut des mois et des mois. Elle m'a dit, c'est un affreux malentendu. Et évidemment, ça a été publié le lundi. Donc on s'est battus comme des militants. Tout ça pour pouvoir faire lire des livres. Tellement l'État centralisé, au fond, ne coopère pas avec la société. C'est pas dans sa culture. Au fond, il ne raisonne pas comme ça. Nous sommes toujours des intrus.
Mais on a lancé ça, et aujourd'hui, il y a 19 000 bénévoles, on s'occupe de 650 000 enfants dans les 100 départements français. Et ça marche chez vous, en Normandie. Ça marche partout. Et puis on a monté énormément d'autres programmes comme ça. On a monté des sections d'élèves pompiers. On a travaillé dans des cités difficiles, où les pompiers prenaient des camions, des frigos que les gens jetaient au détour sur les camions. Ils le vivaient plutôt mal. Ils ne s'étaient pas engagés pour ça. Donc on a formé des jeunes, on a commencé à modéliser ça en Essonne, à Évry, pour créer des sections d'élèves pompiers. Ça a marché formidablement, on l'a ensuite étendu à une cinquantaine de cités très difficiles en Île-de-France. Et les jeunes, en fait, on prenait un caïd et on faisait un pompier magnifique. On mettait son énergie dans le bon sens. On a monté tout ça pendant des années. Et j'ai essayé de trouver beaucoup de partenaires pour l'éducation nationale pour un dispositif remarquable qui s'appelle l'école ouverte. Qui consiste à ouvrir les établissements pendant les petites vacances ou les grandes pour que les enfants aient une autre expérience de leur collège. C'est un outil anti-violence, c'est une stratégie indirecte. Mais pour que les jeunes viennent, il faut qu'il y ait des activités attractives. Donc je cherchais beaucoup de partenaires. Ça se voyait pas trop tout ça parce que j'avais l'air d'être un metteur en scène, d'être un romancier, et on me voyait dans des émissions littéraires, donc on se disait, il fait écrire. Mais en fait, ça bouffait déjà la moitié de ma vie. Et dans toutes ces années, je regardais toutes les initiatives, comme la naissance d'ici, de cette université populaire. Je regardais tout ce qui était de l'ordre de l'initiative lorsque quelqu'un se prenait comme point d'appui, ne demandait pas l'autorisation et gouvernait. Parce qu'au fond, quand les gens prennent une initiative, ils gouvernent. Ils font, ils exercent leur pleine citoyenneté. Et du bourgeois très parisien que j'étais, je me suis progressivement transformé en implantant un maximum de programmes à travers le pays. Et j'ai découvert quelque chose que je n'avais pas soupçonné, que le Parisien que j'étais, le jeune Parisien que j'étais, n'avait pas soupçonné, ne soupçonnait pas. C'était l'énormité de la révolution qui était en train de s'opérer dans les territoires, de la révolution des initiatives. C'était très difficile à voir de Paris, parce que les médias parisiens ne le voient pas. Si vous regardez par exemple le pressbook de Lire et Faire Lire, il est épais comme ça. Il y a 4 feuilles de journaux parisiens. Aucun des médias qui sont censés rendre compte des combats de la pensée ne m'a jamais aidé sur Lire et Faire Lire. C'est Ouest France, c'est la Manche Libre, les DNA, etc. En fait, ce sont les médias de nos territoires qui rendent compte du réel. Donc on est à 99% d'impact média porté par les territoires. Donc le Parisien que j'étais ne pouvait pas le voir. Parce qu'à part quelques petites émissions un peu anecdotiques, si vous ouvrez un journal de 20 heures, ça ne fait jamais les grands titres. Donc je me rendais compte qu'il y avait un décalage ahurissant entre un journal de 20 heures et le génie de notre pays. Je parle bien de génie. Parce que je me suis rendu compte que ça bourgeonnait partout. Sur tous les territoires. En Alsace du Sud, dans la région de Nantes, en Loire-Atlantique, partout. Mais partout. Il n'y a pas de territoire où il n'y ait pas des élus locaux qui, confrontés à des situations ingérables, n'ont pas pris d'initiative hors norme. Qu'ils n'auraient pas dû prendre normalement. De gendarmes. La créativité de la gendarmerie, localement, est stupéfiante. Absolument inconnue des radars médiatiques. Vous ne voyez jamais ce genre de choses. Oui. Sur une foule de sujets, vous avez des... Et pas forcément très haut dans la hiérarchie, ça peut être un major de la gendarmerie. J'ai trouvé un jour un major de la gendarmerie, dans le Gard, qui réduit de 80% les incivilités dans des collèges difficiles où il y a des conflits de communauté. Avec un rappel à la loi extraordinairement mis en scène, en totale coopération avec les équipes enseignantes,
qui pourtant était très rétive au début, sur 4-5 ans, ça réduit de 80% tous les jeunes qui sont passés devant par leur système, ils ne les ont pas revus dans leur fichier. 80%. Ce qui veut dire qu'entre des discours sécuritaires qui n'obtiennent pas de résultats et ce que fait le major Boucherie dans le Gard, je préfère le major Boucherie. Puisqu'en fait, il rétablit des minimums. Pouvoir travailler sereinement dans une école de la République. Ce à quoi tout citoyen a droit. Donc on en vient à ce que vous dites régulièrement, les faiseux et les Voilà. diseux. Oui. Ça tombe bien, on dit beaucoup ça en Normandie. Je sais, c'est pour ça que j'emploie Ah, d'accord. en bon normand. Même si on m'a beaucoup reproché à Paris, comment tu peux employer ces termes-là? Les faiseux et les diseux. Donc en fait, les faiseux existaient, mais ils étaient en dehors des radars. Mais vraiment, véritablement en dehors des radars, et globalement méprisés. C'est-à-dire que quand j'en parlais à Paris, ça semblait anecdotique. Et au fond, toute la pensée politique parisienne qui est jacobine, qui est culturellement d'imprégnation jacobine, aboutit à ce que vous avez pu voir dans les débats sur les primaires de la droite et que vous verrez dans les débats sur les primaires de la gauche, des journalistes qui ne posent même pas la question des territoires. Repassez les bandes, vous verrez qu'il n'y a pas sur les plateaux un seul journaliste qui dit, au fait, on continue le centralisme ou pas? C'est Marine Le Pen qui est dans ce débat. Oui, mais on est ou centraliste ou hyper centraliste. Mais la question des territoires n'est même pas posée, parce que ça va de soi, dans notre culture jacobine et dans nos médias jacobins, qu'on n'en parle même pas. Donc les territoires sont des décors, les citoyens sont des spectateurs, éventuellement des électeurs, et les faiseux, des anecdotes. C'est-à-dire tout ce qui vit et qui représente la puissance réelle du pays est hors radar. Donc il y a 3 ans, je me suis dit, je voyais bien monter l'acrimonie partout dans le pays. Je voyais bien les résultats des élections, je voyais bien que l'abstention en France prenait un sens politique lourd. Pour vous donner l'ampleur des chiffres, parce que, en fait, notre système trompe. On ne vous publie jamais les chiffres en pourcentage de la population en âge de voter. Or, c'est ça qui correspond au réel. Or, aux dernières élections régionales, 25 millions de gens n'ont rien émis. C'est beaucoup, 25 millions de gens. C'est 58% des adultes en âge de voter. 58, c'est... Et quand vous allumez la télévision, vous voyez des gros partis. Les Républicains ont capté 11%, le Parti Socialiste 10% et le Front National 12%. C'est très peu. Ce sont des bases extrêmement minces. En revanche, vous ne le percevez pas, parce que quand vous allumez la télé, vous avez l'impression, comme ils sont partout sur les écrans, vous avez l'impression qu'ils comptent encore. En fait, numériquement, quand vous additionnez les 3 plus gros, vous avez un tiers du peuple. C'est très très faible. Alors, comme c'est organisé pour contrôler, ça marche. En apparence, ça marche. Mais c'est très compliqué de faire durablement fonctionner un pays avec des majorités politiques aussi minces. Même si on contrôle les médias, même s'il y a des emboîtements de contrôle, à un moment, les colères montent. Et vous les constatez. Dans la totalité des professions. Le monde enseignant, le monde soignant. En fait, d'ailleurs, dans notre pays, les 3 grandes professions qui se suicident le plus, ce sont les gens qui nous soignent, qui nous éduquent et qui nous protègent.
qui nous nourrissent. Et de nourrice. C'est-à-dire les vrais métiers fondamentaux se suicident. Beaucoup plus que la proportion, en proportion quasiment double de ce que le reste du pays connaît. Donc, j'ai vu tout ça et je me suis dit à nouveau, comme en 99, qu'est-ce que je peux faire? Et on a fondé le mouvement Bleu Blanc Zèbre. Répertorier les zèbres, territoire par territoire, sujet par sujet, fracture par fracture, qui sait régler un problème, qui a acquis une légitimité fondée sur l'action. Quelle fille, quel type? Tout à l'heure, on parlait d'une fille exceptionnelle qui pilote à Évreux un programme qui s'appelle WeMove. W-I-M-O-O-V. Un des principaux freins au retour au travail des chômeurs français, c'est la mobilité. Vous avez beau avoir une formation, une compétence, si vous êtes au chômage depuis un certain temps, vous n'avez plus d'argent à mettre dans l'essence, pour mettre de l'essence dans votre voiture. En tout cas, vous n'avez plus de voiture. Faire réparer la voiture coûtait trop cher. Donc, il y a toutes sortes de freins qui sont des freins, mais infranchissables. J'ai vu fonctionner le programme WeMove dans le bassin des Houillères. Dans le bassin des Houillères, vous avez des gens qui sont dans des corons, qui sont au chômage depuis 12 ans. Je pense à un monsieur, ça m'a beaucoup frappé, qui était un peintre en bâtiment au chômage depuis 12 ans. Vous pouvez relancer ce que vous voulez au niveau macroéconomique. Ce monsieur, même s'il y a du travail pour les peintres en bâtiment à 20 km ou 30 km, comme il n'a plus de voiture et qu'il est enfermé dans son coron psychiquement depuis 12 ans, il n'a même plus l'idée qu'il peut sortir du coron. Donc le travail de WeMove, c'est de créer des plateformes territoriales. Les associations d'insertion leur envoient des gens, on fait un bilan transport, et dans 80% des cas, on trouve une solution. Ils ont un couteau suisse de solution. C'est extrêmement performant, extrêmement créatif, intelligent. Et ils accompagnent les gens, parce que le monsieur qui est resté pendant 12 ans, même si on lui trouve un véhicule, c'est pas pour ça qu'il va sortir du coron. Donc il faut l'accompagner pour l'amorçage. Et ça, WeMove, c'est faire ça. Donc voilà une plateforme, WeMove, qui... Alors, on les a accompagnés pour les aider à trouver des financements, pour qu'ils puissent, dans les 2 prochaines années, passer à 100 000 chômeurs. Des programmes comme ça, j'en ai vu partout, 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 partout. On les a répertoriés sur bleublanczèbre.fr et on crée ce qu'on appelle des bouquets de solutions. C'est-à-dire, que se passe-t-il si vous faites coopérer celui-là avec celui-là, celui-là, celui-là? Est-ce que vous pouvez créer une politique publique? On négocie ensuite avec les régions, pas encore la Normandie, pour leur vendre un package d'opérateurs qui sont capables, tout simplement, de lutter contre telle ou telle fracture, mais collectivement, en arrivant avec des outils performants et des équipes capables. On a déjà finalisé une négociation avec PACA, on n'est pas loin de finaliser avec la région Nord, on discute avec Toulouse, on discute avec Nantes. Pas encore avec la Normandie alors. Pas encore. D'accord. Pas encore. Bon, on va faire passer le Oui. Mais on a des outils efficaces. Si vous prenez une zone, un bassin de vie, et que vous mettez les retraités au boulot, avec les affaires libres, que vous récupérez les étudiants, on a plein de programmes qui pilotent du soutien scolaire par des étudiants, que vous mettez du soutien scolaire numérique, beaucoup moins cher, à 2 € par mois, ce qui est beaucoup moins cher qu'un petit cours de maths. Enfin, on a énormément d'opérateurs. Si vous concentrez tout ça sur un bout de territoire, évidemment que ça fait une différence. C'est évident. Mais pour ça, il faut des opérateurs. Tant que vous n'avez pas le numéro de téléphone de la fille du type, ou du type, qui sait le faire, le professionnel, qui sait obtenir des résultats, c'est un vœu pieux. Bon. Donc ce travail, ça m'a pris à peu près 3 ans et demi. Beaucoup d'engueulades avec ma femme, parce que je n'étais pas souvent là.
parce que vous les trouvez au fond de l'Alsace, vous les trouvez partout. Et en général, les bons faiseux surgissent à la fin des réunions, la ramènent pas, arrivent et s'excusent un peu d'exister. C'est en général nuls en communication, mais nuls. C'est parce que c'est pas leur sujet. On a trouvé énormément de politiques à mettre en place pour revitaliser les bourgs-centres, économiquement. Ça, on a trouvé ça dans le réseau des maires ruraux. On a trouvé énormément de politiques de sécurité très innovantes, venant du terrain. Énormément de pistes très intéressantes pour maîtriser les dépenses de la sécurité sociale, sans en passer par du déremboursement. Énormément de... Non mais, oui, non, je pense à un certain candidat qui doit un peu rénover ses solutions. Mais on est aux antipodes du schéma mental qui consiste à réunir des équipes d'experts à Paris et de leur dire « trouvez-moi de la solution ». Évidemment qu'ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas pour plein de raisons. C'est qu'ils sont dans un schéma mental où, politiquement, agir veut dire voter une loi. D'ailleurs, tout ministre, dans notre système jacobin, donne son nom à une loi censée être votée par le Parlement. Qui est déjà dément. C'est l'exécutif qui donne son nom à la loi. Tout est dit. Montesquieu dit le contraire. Voilà, oui, voilà. Donc, non, mais tellement on est devenu fou. La confusion est telle, et surtout, on a un véritable problème en France, c'est qu'entre le moment où vous commencez à débattre d'une loi et le moment où un décret d'application sort, il s'écoule minimum 3 années. Vos chômeurs ont le temps de mourir 30 fois. Les femmes battues ont le temps de se faire battre, enfin, tous les problèmes ont le temps de perdre. Alors que si vous raisonnez en créant des grands programmes citoyens partant du terrain, à partir des équipes compétentes, vous pouvez démarrer dans 15 jours. Vous n'êtes plus du tout dans les mêmes délais. L'extension nationale à l'ensemble des écoles maternelles et primaires de lire et faire lire, avec un bon contrat, étape par étape, on peut la réaliser en 3 années. Mais en démarrant tout de suite. Mais quand je dis tout de suite, on n'attend pas la rentrée. On démarre. Donc la logique des faiseux est une logique aussi de maîtrise du temps. Parce que vous n'êtes pas dans le même schéma mental que la technocratie parisienne. Donc on a fait tout ça. Il n'y a rien de plus joyeux que de faire ça. Parce que vous passez votre vie à voir le contraire du journal de 20h. Quand vous regardez la télé, vous êtes saisi de crispation. Vous avez envie de vous tuer immédiatement. Vous perdez tout espoir. Quand vous passez votre vie dans les banlieues de Kingersheim en Alsace, partout, vous vous dites, mais quel pays génial. Quel pays extraordinaire. Quelle classe politique locale hors série. Absolument pas conforme à l'idée que l'on s'en fait. Quel niveau d'innovation. J'ai trouvé par exemple en Bourgogne, dans un café de zèbre, il y a un type qui lève la main et qui dit « Je suis président des maires ruraux, je suis vigneron ». Il a enlevé la tête. Et il dit « J'adore les maths ». Je dis alors, il dit voilà, avec des amis, on porte un programme qui s'appelle les maths par la main. Et on va étendre ça dans notre région. En Bourgogne, il y a une révolution mathématique qui est en train de se mettre en route par les territoires ruraux, avec une méthodologie complètement novatrice qui passe par la main et qui est construite sur le rapport entre les mathématiques et les concepts de mathématiques et la nature. Pourquoi il y a 360 degrés? Il y a pas loin de 360 jours. Pourquoi les gamins découvrent les maths dans le rapport avec la nature, et leur méthode, c'est de partir de la main de l'enfant.
Tout ça part de l'association des maires ruraux. Comme on faisait au Moyen-Âge. Oui. La main guidéette, c'est ce qu'on faisait au Moyen-Âge. Ça. On apprend la musique avec les 5 doigts de la main. Donc avec un rapport avec son corps. Des trucs comme ça, j'en ai vu partout. Et quand on lui dit, est-ce que si ça marche en Bourgogne, vous voulez bien piloter ça pour la France? Ah ben oui. Ça leur plaît parce qu'ils sont en général passionnés par leur sujet. Enfin, ils sont passionnés. Voilà. Sauf que tout de suite arrive la phrase, ah oui, mais ça marche pas comme ça. Piloter depuis la Bourgogne un programme national. Je dis, et si ça marchait comme ça? Et si on construisait nos programmes avec des têtes de pont partout en France? Au fond, si on mutualisait notre intelligence collective, plutôt que de croire en la pensée de quelques-uns à Paris. Si on revenait à ce vieux débat révolutionnaire, jacobin, territoire. Parce qu'en fait, dès que vous raisonnez autour des faiseux, vous en arrivez très très vite à une décentralisation maximale. À croire au territoire, tout simplement parce que les faiseux viennent des territoires, s'incarnent dans des territoires et sont pilotés à hauteur d'homme. Au fond, quand vous redescendez le centre de gravité du pays, vous avez des gens qui peuvent prendre des décisions à partir de ce qu'ils voient et non pas à partir de rapports. Si vous remontez à Paris, vous êtes obligé de prendre vos décisions à partir de moyennes mathématiques, parce que vous ne voyez plus. L'introduction des maths est une pure folie en politique, parce que vous raisonnez à partir de moyennes, or personne n'habite dans une moyenne. Les gens habitent quelque part. Et du coup, vous arrivez à toutes les mesures qui nous tombent sur la figure depuis 30 ans, qui sont prises à partir d'un appareil statistique qui ne rend pas compte du réel. Je ne me souviens plus du nom de l'aide au logement. APL. Entre un plancher et un plafond toujours. L'APL a pour vertu d'être insuffisante en Ile-de-France et de foutre en l'air totalement le marché locatif dans le Limousin, puisque les propriétaires augmentent d'autant les loyers pour récupérer l'APL. Donc vous avez une décision jacobine qui coûte les yeux de la tête à la nation, qui loupe et qui dérègle. Mais on continue. On continue parce que c'est sérieux. Et finalement, le véritable problème qui m'est apparu pendant ces 3 années de travail de terrain, c'est pas la classe politique, c'est nous, c'est vous. C'est que nous continuons, malgré ça, à trouver ça crédible. Et quand quelque chose naît du terrain, des mouvements de citoyens, ah ouais, mais est-ce bien sérieux? On est très ambivalent. On continue à accorder du crédit à des systèmes qui ne marchent pas en sachant que ça ne marche pas. On est très bizarre. C'est-à-dire qu'on sait bien que ça ne marche pas, puisqu'on le sait. Mais on continue à penser qu'il y aurait une forme de légitimité dans des appareils anciens. Alors, on vote de moins en moins, mais ça fait sérieux, ça fait crédible, et comme les médias vous disent que c'est crédible, ben, ma foi, vous vous retrouvez avec une œuvre politique entièrement jacobine. De l'extrême gauche à l'extrême droite, vous avez le choix entre des jacobins. Et des débats, vous allez voir, ça ne va pas louper en janvier. Vous pourrez allumer la télé pour vérifier. Après la primaire de la droite jacobine, vous aurez la primaire de la gauche jacobine. Et vous aurez des options entre des jacobins. Il m'a donc semblé qu'à un moment donné, nous devions changer de méthode, et non pas de contenu de politique. Changer de méthode, c'est, pour moi, partir des territoires, c'est-à-dire sortir de ce système fou dans lequel nous sommes, où nous avons tous les surcoûts de notre absence de choix entre le centralisme et la décentralisation, avec des doublons à tous les étages, et tous les surcoûts. Parce que quand vous doublonnez tout, ben vous avez des surcoûts.
que vous payez, que je paye, que nous payons. Pourtant, justement, sur ce point précis, on nous avait promis une réforme territoriale pour simplifier le fameux millefeuille, qui est un peu moins de crème en millefeuille. On a des économies, patati et patata. Et le centralisme, à garder. À garder. Et on a surtout dézingué des territoires, des régions qui ressemblent à rien. Regardez les Alsaciens qui protestent contre la région Grand Est. La Normandie, à ce sujet, est bien chanceuse. Hein. Oui, elle est tombée plutôt du bol. Mais sinon, surtout avec des voilà. Mais, donc, on s'est dit, il faut faire le choix, en fait, ne serait-ce que pour des raisons de changement de méthode et des raisons financières. Faire le choix que nous n'avons pas finalement fait. Faire le choix des territoires. Deuxième méthode, faire le choix de l'intelligence collective, c'est-à-dire repenser nos outils nationaux à partir du terrain, et non pas à partir des crânes d'œufs. Et pas à partir de lois, mais à partir... Donc, au fond, faire le choix du praticien plutôt que le choix du technicien. La fille qui sait faire, je pense à cette fille magnifique à Évreux, de WeMove. Il faut donner du pouvoir à cette fille, c'est évident. Quand on la rencontre et qu'on l'écoute et qu'on voit les résultats, je dis qu'il faut parier sur cette fille. Et également faire le choix de la démocratie citoyenne. Quand vous parliez de ce que ce révolutionnaire avait trouvé, ce mandat impératif, c'est un des outils. Les outils référendaires, c'est un des outils. Le fait de transférer entièrement aux professions le comment on gouverne et non pas le quoi. C'est un outil de démocratie citoyenne économique. Aucune boulangère n'aurait jamais donné son feu vert pour que le RSI soit ce qu'il est. Aucun artisan normalement constitué n'aurait jamais donné son accord pour qu'une hérésie pareille fonctionne. Bon. Donc, remettre aux politiques, même locales, le quoi, et pas le comment. Cesser, au fond, d'avoir des agences régionales de santé où toutes les décisions sont prises par l'administratif. Sans que le comment du comment soit concrètement organisé avec les soignants. En Ile-de-France, j'ai vu, par exemple, des gens en grève parce qu'il y a un centre de fin de vie, de soins palliatifs. Il y avait un papier qui ordonnait la fermeture. Et alors je dis, où est le problème? Et les soignants en grève m'ont dit, ils ne sont pas morts. À la date prévue par l'administration. On les tue. On les met sur le trottoir. Et les infirmières me disent, ça poserait un problème parce que les gens qui sont en soins palliatifs, si vous loupez la prise de morphine, vous les mettez en enfer. Donc, on fait quoi? On obéit à une logique administrative. Donc, c'était même impensable pour ces soignants. Évidemment que c'était impensable. Donc, ils se sont mis en grève pour continuer. Ils ont occupé le... Et alors, je dis, vous occupez jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les gens soient morts. Enfin, on va tenir compte du réel. Et dans le réel, il y avait des gens. Bon, Et puis, pour nous, dans la démocratie citoyenne, il y a un volet qui est très fondamental, c'est le consommateur. La démocratie économique. Quand vous avez fait vos courses, ben, vous votez. Mais vous ne pouvez pas voter si vous n'êtes pas informé. Donc, une des grandes fonctions pour nous de l'État, c'est d'informer tout simplement le consommateur de l'impact de son achat sur deux points fondamentaux pour le consommateur. L'impact sur l'emploi et l'impact en termes de développement durable. Quand vous achetez une Twingo, vous avez l'impression que c'est une Renault, donc que votre voiture est faite en France. Non, elle est faite en Europe centrale, là-bas, sans payer de charges sociales. Si vous voulez le faire, faites-le, mais sachez-le. Si vous achetez l'Iaris, ça fait japonais, mais c'est fait à Valenciennes, en payant des charges sociales. Après, on n'est pas du tout pour
prend des décisions à la place de la responsabilité du citoyen. Mais au moins, sachez-le, il va de soi que le monde économique n'a pas tellement envie de ça, puisque vous perturbez entièrement l'image des marques. On a vu le lobbying contre les actions de classe. Hein. Oui. En France, Ah oui. on a du mal à sortir. Donc pour nous, c'est une action politique fondamentale que le citoyen consommateur puisse, tout simplement, par son choix éclairé, et croyez-moi, il suffit qu'une partie du pays exerce ce type de pression pour que les arbitrages économiques se régulent. Je vais prendre un exemple. Dans nos très très bons mouvements faiseux, il y a un produit qui s'appelle la marque du consommateur. Ce sont des briques de lait. Vous avez une crise du lait qui est lancinante depuis des décennies, le prix du lait. C'est pour ça que j'en parle. Il y a un mouvement qui est parti du département de l'Ain. 80 exploitants qui devaient fermer le 1er novembre sont entrés en contact avec des groupements de consommateurs qui, sur la toile, ont décidé collectivement des caractéristiques d'une brique de lait qu'ils seraient prêts à acheter. Ça a donné la marque du consommateur. Ils ont lancé ça, je les ai beaucoup soutenus. Dans une émission politique, j'ai balancé une brique de lait. Les citoyens ont décidé d'en acheter 3,5 millions depuis 2-3 mois. Dans un certain nombre de carrefours, ça représente aujourd'hui un quart des ventes. C'est colossal comme déplacement. Eux versent 38 ou 39 centimes à l'exploitant par litre, par choix. C'est-à-dire que ces citoyens font le choix de payer 9 centimes de plus, ce qui représente par famille 4 € par an. C'est le choix des gens qui ont acheté les 3,5 millions de briques de lait. Ils vont pouvoir passer de 80 exploitants dans l'Ain cette année à 800. Après des années d'énarquerie, vous avez un outil porté par des mouvements de consommateurs qui est en train de sortir d'affaire 800 exploitations françaises. Qui a été le moteur? Le citoyen. À partir du moment où il savait ce qu'il faisait en achetant cette brique de lait plutôt qu'une autre, je pense que Lactalis va être absolument contraint de réviser sa politique parce qu'ils ne vont pas laisser croître un concurrent comme ça. Donc l'effet systémique de cette marque est inévitable. Or, Lactalis verse plutôt 27-28 centimes. En moyenne, au niveau national, mais c'est variable sur les régions, il faut à peu près 32 centimes pour équilibrer les coûts. Donc il y a une crise lancinante, il y a du désespoir, des suicides, Là, le consommateur, vous voyez que s'il est éclairé, s'il y a des outils, or la société les fabrique, la marque du consommateur, c'est pas né dans un ministère. Donc vous voyez qu'il s'agit, quand je parle de démocratie citoyenne, c'est hyper concret. Et puis les Suisses ont des votations. Sommes-nous absolument obligés de rester dans un système vertical? Serions-nous plus bêtes d'un côté du Léman que de l'autre? Vous voyez bien que ça ne tient pas debout. Donc ce trépied, pro-faiseux, pro-territoire, pro-démocratie citoyenne, est un changement de méthode absolument radical. Quand vous dites ça à Paris, on vous dit, mon petit Alexandre, voyons, retourne à tes romans. Je considère que si je retourne trop durablement vers mes romans, le pays va exploser. Parce qu'il est en voie de décomposition. Il est en voie d'implosion. Soit en faisant partie de passer le Front National aux prochaines élections, ce qui fait partie des hypothèses, à mes yeux, compte tenu de ce que j'ai vu partout en France, les plus probables. Et ce sont des hyper jacobins. Alors là, faire le sommet de jacobinisme. De toute façon, plus en général on va vers les extrêmes, plus on va vers pour des raisons de tradition politique. Soit on se prend en main. Donc on a lancé, début septembre, un mouvement, il y a des gens qui sont là. J'ai fait une petite vidéo,
avec mon téléphone, sur ma page Facebook, début août, j'ai dit aux gens, on va se compter autour de ces valeurs-là, si ça vous plaît. 700 000 personnes au mois d'août sont venues regarder la vidéo. On a lancé ça début septembre. Un mouvement absolument sidérant s'est mis en route, qui s'appelle la Maison des Citoyens. Où on a dit aux gens, venez vous compter sur ces valeurs-là. Puisque le système n'en veut pas, il faut bien que ça parte de vous, puisque ça ne pourra partir que de vous. On ne va pas demander aux vieux partis classiques où les gens font carrière dans ce système-là. Jamais, jamais, ils ne remettront en question leur propre système de carrière. Et puis, à peu près 210 maisons des citoyens sont nées, partout en France. Vous venez de Lisieux, il y en a une à Caen, il y en a À Cherbourg. Cherbourg. Où, pardon Rennes. Voilà, il y en a partout. Arrive début novembre. Des mouvements citoyens, il y en a plein en France. Je me suis dit, est-ce qu'on peut les faire ou pas converger? Le fédéralisme. Ça marche pas. Je m'y attelle depuis un an, en vrai ça marche pas. Donc, je me suis dit, on fait comment pour arrêter la machine pleine de folie qui fait qu'on va se retrouver au second tour avec un Jacobin contre Marine Le Pen. C'est ça qui est prévu. Donc, un système dysfonctionnant contre un système hyper dysfonctionnant, nous faisant entrer dans des logiques de conflictualité inouïes aux quatre coins du territoire. L'expérience m'a montré qu'aux États-Unis, nos médias nous avaient dit que l'autre était un plaisantin, il a été élu. L'expérience nous a montré que les Anglais, qui naturellement ne devaient pas voter le Brexit, ils ont voté le Brexit. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit candidat pour un changement de méthode, c'est-à-dire prendre le pouvoir pour ne surtout pas le garder. Ce qui est compliqué dans la tête d'un politique français, puisqu'ils ont vécu toute leur vie pour le prendre, c'est pas pour le donner. C'est même farfelu comme idée dans leur tête. Même s'ils sont capables de se déguiser en ça, fondamentalement, même si un d'entre eux le voulait, tous ceux qui sont autour veulent le garder. C'est le problème de Jean-Luc Mélenchon. Pareil. Les choses très clairement. Pareil. Mais pareil, mais de tous. Mais pas spécifique à lui. C'est-à-dire que, en fait, quand vous êtes candidat, vous dépendez quand même en grande partie de vos troupes. Si vos troupes sont venues quand même pour faire carrière dans un système central, vous ne pouvez pas totalement dynamiter le truc, vous n'avez plus de troupes. Donc, j'ai décidé à ce moment-là d'être candidat. Pour prendre, pour donner. Comme naturellement, il ne me passe pas par l'esprit de garder, parce que ma vie démontre, enfin, ce que je suis correspond à l'idée de gagner cette élection et d'être encore un président qui décide des locomotives qu'on achète. Vous avez vu avec l'histoire des locomotives, vous imaginez que François Hollande est un immense spécialiste des locomotives. Vous imaginez le degré de délire dans lequel on est. C'est pire que tout, parce que ça veut dire que les fonctions centrales ne sont même plus occupées, comme vous n'avez qu'un seul cerveau. Si vous passez votre temps à régler des problèmes de locomotive, vous ne vous occupez pas de la construction européenne, vous ne vous occupez pas de... Enfin, vous ne vous occupez pas de votre métier. Vous vous occupez des locomotives. Or, en France, tout remonte. Tout remonte. Tout remonte. Tous les arbitrages finissent. Donc c'est ça que nous voulons briser. En fait, on n'est pas anti-système, on veut gentiment, avec bienveillance, en sortir. On n'est pas des gens anti, on est plutôt des gens pour,
plutôt bienveillant, qui propose une vraie rupture positive avant qu'il y en ait une salée. Et avant qu'on entre dans des logiques d'affrontement qui nous pendonnaient. Et dont j'ai vu les prémices à peu près partout sur ce territoire, partout. Parce que si Marine Le Pen gagne, c'est pas que elle le problème, c'est ce que ça libère comme comportement, comme autorisation comportementale. Je vous rappelle que c'est dans 5 mois. Donc, j'ai proposé aux gens des maisons de créer un truc qui s'appelle les citoyens, qui, j'ai horreur de ce mot, mais en droit français, ça s'appelle comme ça, est un parti. Et j'ai horreur de ce mot pour toutes les raisons qui s'attachent à ce qui... puisqu'il faut bien juridiquement prendre cette forme-là. J'ai également une sacro-sainte horreur de cette 5e République, mais elle existe. Ça a été très compliqué dans le mouvement des maisons des citoyens. Parce que comme ça a rassemblé des gens qui ne sont pas à l'aise avec la personnalisation du pouvoir, qui ne sont pas à l'aise avec faire de la politique, puisque c'était tout ce qu'on détestait, il y a eu un vrai dilemme au sein de cet énorme mouvement. La semaine dernière, il y avait encore 2 millions de gens sur nos pages Facebook. Donc c'est beaucoup de gens. Parce qu'on n'est pas fait pour la conquête du pouvoir dans la 5e République. Parce qu'on est profondément pour nos territoires, on n'est profondément pas pour la personnalisation du pouvoir. Donc tout à coup, il y a des tas de gens qui m'ont dit « Ah ouais, mais en fait, Jardin, il préparait son coup. » C'était pour lui. Et c'est inévitable que ce procès se fasse, puisque ça n'existe pas. Jusqu'à présent, quelqu'un qui veut le prendre pour le donner. Donc je comprends parfaitement ce procès d'intention, et qu'il soit latent, puisque tous ceux qui le veulent le garder. Donc c'est normal que le gros de la classe populaire se dise « Ah, ce métier ne peut pas faire pareil. » Je ne sais pas si nous allons réussir, mais je considère que nous avons le devoir de réussir. Donc, en ce moment, on demande à toutes les maisons d'aller voir les maires pour trouver des parrains. Si nous n'avons pas 500 signatures, il n'y aura pas de candidat qui défendra les territoires. Il y aura une offre 100% jacobine. Il y a quand même un député, un maire breton, qui veut y aller. Oui, mais il y a plein d'autres mouvements. Mais le vrai problème, c'est que pour que ça marche, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui ait accès aux médias et accès aux maires. Et quand je dis accès aux médias, ma longue connaissance des médias dans ma vie d'écrivain, je peux vous dire que ce n'est pas parce que vous avez 3 articles cette semaine que vous existez. Ça se fait, c'est une imprégnation qui est lente. Il y avait quelqu'un qui pouvait porter ça jusqu'au mois d'août, c'était Nicolas Hulot. Il a décidé de sortir. Il avait cet impact médiatique. Donc je me suis dit qu'il fallait que quelqu'un y aille. Ma femme est contre. Je comprends d'ailleurs. J'ai de longs débats avec ma fille de 11 ans, qui est plutôt contre. Celle de 4 ans n'a pas d'opinion. Ça fout plutôt en l'air votre vie. Mais l'enjeu est colossal. C'est un enjeu en réalité, à un moment donné, où on va vers une renaissance par nos territoires, par nos régions. Où on croit en l'évidence normande, en l'évidence alsacienne. Au côté joyeux que tout ça représente. Alors, nous proposons un système de gouvernance où on transfère la quasi-totalité des politiques au niveau des régions et que l'opérationnalité soit gérée à partir de ce qu'on appelle des bassins de vie, les fameux pays.
c'est-à-dire la réalité de l'endroit où on vit. Pour les politiques d'emploi, les politiques de logement, les politiques d'éducation, les politiques d'insertion. En fait, les seuls trucs qui marchent, ça se fait À l'échelle humaine. à l'échelle humaine. Mais sous responsabilité politique dirigée, avec de véritables outils de démocratie citoyenne, et comme nous refusons obstinément que mes opinions priment dans une aventure comme ça, il y a un programme qui est un programme collaboratif qui est en cours, dont le lancement a eu lieu hier sur lescitoyens1.fr. Les gens peuvent venir contribuer avec leurs compétences. Mais c'est un programme cadre, parce que si ça part dans tous les sens, vous n'arrivez pas à une cohérence financière et des arbitrages vivables. Donc il a fallu construire un programme cadre dans lequel on puisse participer réellement. Donc dans ce programme cadre, on demande aux gens de définir les minimums nationaux à rétablir. Je vais vous poser une question toute simple. Si on dit que tout enfant doit savoir lire et écrire et compter en sortant du primaire, est-ce que ce minimum national doit être garanti à la fin du CP ou à la fin du primaire? Ce n'est pas la même stratégie éducative, pas les mêmes investissements. Je considère que ce n'est pas à moi de trancher. C'est la population, et notamment la population enseignante, qui est un peu plus au courant que les autres. Donc, le rétablissement des minimums nationaux dont l'État sera garant. Ça, on demande aux gens de venir les définir, les co-définir. Et surtout, par compétence. Vous avez été infirmière, vous avez été... c'est quoi un minimum dans un service d'urgence? En matière de justice, je pense qu'il faut redéfinir des minimums en termes de temps. Aujourd'hui, quand vous avez un procès, vous pouvez partir sur 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Il y a une virtualité de la décision. Tant que vous n'avez pas un délai garanti, votre décision, donc l'état de droit, c'est un rétablissement notamment des délais. Et ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Il y a des histoires d'argent, bien sûr. On a des équipes qui travaillent là-dessus. Je leur ai posé la question toute bête. Est-ce qu'on peut nous garantir un système où on voit le juge dans les 15 jours et un système où on obtient une décision de première instance en 12 mois et plus 6 mois en appel? C'est possible ou pas? On a des équipes qui travaillent. Il semblerait que c'est tout à fait possible et que ça a un coût. Ça a un coût. Ça me paraît de l'ordre des minimums de rétablir une justice dans des délais. La question de l'accès concret au droit. Vous avez une foule d'expériences en France, de maisons de justice, de trucs extrêmement innovantes. C'est pas mutualisé, ça. Alors que la question de l'accès réel au droit, c'est une énorme question. Énorme question. Pour les gens qui n'ont pas la culture, qui ne savent pas où aller. Comment ça pourrait marcher? Donc les minimums, là les gens sont en train de contribuer sur lescitoyens1.fr. Et puis, si nous n'y parvenons pas, ça dira quelque chose de qui nous sommes. D'une certaine forme de résignation. Je fais ça à titre personnel parce que grand-père, parce que je sais que même les périodes de grande créativité, vous savez, l'Allemagne de Weimar, ça a été un moment merveilleux de l'histoire culturelle allemande. Ils n'ont pas fait attention. Les démocrates n'ont pas été très prudents. Donc on peut vivre une grande période, et puis si on ne fait pas attention, il arrive n'importe quoi dans l'histoire des pays. Je ne voudrais pas que ça commence dans 5 mois. Or, je pense, moi, à titre personnel, peut-être que je me trompe, je pense que les partis classiques vont perdre en face du Front National. Je pense que la pulsion de désir de changement est telle dans les classes populaires du pays qu'ils prendront les outils qu'on leur donnera. Les gens prendront les outils qu'on leur donnera pour que ça change. Et je vis de semaine après semaine des scènes qui me troublent beaucoup.
en prenant le train dimanche dernier à Vernon, où j'ai une petite maison. La gare d'après, c'est Mantes-la-Jolie. Et il y a plus de gens qui montent à Mantes que... Et il y a beaucoup de gens, on dit un peu serré. Et puis il y a eu une sorte de débat le dimanche soir. Dans le train, il y a une dame qui m'a dit: vous croyez que ça va marcher ce que vous faites? Est-ce que vous aurez les maires? Est-ce que les gens vont aller chercher les maires, les signatures, tout ça? Il y a un type qui dit: de toute façon, si vous n'avez pas les maires, moi je voterai pour Marine. Si c'est vous, moi je voterai pour vous. Et ce sera vous, Marine. Et en fait, c'est étonnant, parce que donc, pour l'hypercentralisme autoritaire, mais le même homme, le même jeu. C'est juste pour renverser la table, Oui. pour pouvoir Mais la scène, elle date de dimanche dernier. Gare de Mantes. Donc, la pulsion de faut que ça s'arrête. Faut que ce truc s'arrête. Quand vous parlez avec la fonction hospitalière, dans la fonction hospitalière, le Front National a fait 30% des dernières élections. Quand vous regardez le nombre de débilités qui te retombent sur la figure de la rue de Ségur à Paris, du ministère de la Santé, en termes de normes, qui rendent leur vie absolument impossible, c'est normal que les gens aient... Ils en ont marre. Ils en ont marre. À un moment, ils en ont marre. Les producteurs laitiers en ont marre. Les trucs, les machins, les profs, les machins. Ils en ont marre. Donc, est-ce qu'on leur propose quelque chose qui est une sortie girondine, citoyenne girondine? Alors, il est bien évident dans mon esprit que ça ne peut en aucun cas avoir de coloration politique traditionnelle, gauche-droite, puisque ce n'est pas le débat. C'est un problème de méthode et non pas de... Je considère qu'il y a des moments dans notre histoire où on est là pour parler de la méthode et des moments où on est là pour s'engueuler sur nos fractions, sur nos oppositions droite-gauche. Si vous pensez que c'est bien, aidez-nous tout de suite. Sans délai. Il y a un tic-tac énorme. Hein. Si on n'a pas les 500 signatures, il n'y aura pas. J'ai un Michel Cordet pour nous donner du courage. Je ne voudrais pas finir comme même. Si on y parvient, ça sera houleux. Le système central ne va pas se laisser désosser. Il y a des gens, des centaines de milliers de gens qui font carrière là-dedans. Et des fortunes. Et des intérêts économiques colossaux. Derrière chaque norme, en France, vous avez un lobby. Quand on vous vend que c'est pour protéger les phoques, en général, il y a une ligne de production qui est derrière. Donc tout ça étant hyper centralisé, ça ne sera pas tout simple. J'aimerais bien ne pas rencontrer un camion. Oui. Je vais peut-être arrêter de faire de la moto. À un moment, changer de système n'est pas simple. Je pense qu'on fera toutes sortes de procès, mais ça fait partie du truc où on s'occupe de son pays. Je ne vais pas parler de l'ensemble du reste du projet de politique étrangère, d'option militaire, mais parce que le fond d'affaires, c'est notre citoyenneté. C'est-à-dire, au fond, il y a un enjeu anthropologique. Est-ce qu'on devient les acteurs de notre propre vie? Est-ce qu'on reprend ou pas le contrôle de notre vie? Ou est-ce qu'on reste soumis? Soumis à des systèmes verticaux qui décident. C'est la question de la Boétie, en fait. Oui, c'est ça la dernière question. Qui était posée au moment où commençaient les guerres de religion. Oui. Je vais à la Boétie pour cette question. Notre collaboration, notre soumission au système qui va opprimer, ou notre refus, le courage de refuser, de proposer autre chose, de faire un pas de côté. Mais 5 mois, c'est court quand même. Hein. Alors, c'est court, mais c'est le réel. C'est-à-dire que si on se met, si on pose la moindre objection, on est mort. Demain, j'ai une réunion sur Facebook avec l'ensemble des administrateurs des maisons.
je vais être extrêmement cash avec eux. S'il y a le moindre ralentissement, nous échouerons. Nous échouerons. Ça va dépendre que de nous. Si on considère que Alexandre aurait dû... Il faut y aller. Il y a un moment où il faut y aller, et moi il y a quelque chose, franchement, qui m'a bouleversé au cours de ces mois, c'est que croire qu'un changement est possible suppose du courage. Le cynisme, c'est votre nom de la couardise. Croire, ça suppose croire en l'amour, croire en la bonté des autres, croire en l'intelligence, croire. Ça suppose du courage. Or, je sais bien qu'il y a une grande partie de notre peuple qui est là, las, qui est fatigué. Je vois bien, en rencontrant beaucoup de maires, il y a ceux qui ont lâché la rampe, qui ont tellement l'habitude de se faire repasser et dominer, qu'ils ne se rebellent plus. Donc, il y a un vrai questionnement sur notre vitalité collective. Est-ce que tous ces bourgeons que j'ai vus pendant 3 ans et demi, est-ce qu'on va être suffisamment nombreux en France pour les porter? Est-ce qu'on a encore cette vitalité collective ou est-ce qu'on est abonné aux grandes crises pour pouvoir rebondir? Moi, je fais ça parce que, comme je connais le prix, y compris familial, dans nos familles, d'épisodes noirs, je voudrais qu'on en fasse l'économie. Il y a beaucoup d'amis autour de moi qui m'ont dit « Mais tu te démènes pour rien. Il y aura un craquement, il y aura une expérience Front National, et puis ça rebondira. » Ça me paraît de la folie de raisonner comme ça. Je vous le dis tout net, quasiment tous les patrons des médias parisiens ont déjà intégré que le Front National arrivait. Quand je parle off, après les interviews, quasiment toutes les grandes plumes qui interviewent l'ont déjà intégré. En disant oui, mais c'est celui dans la démocratie, vous allez voir. C'est pas si grave. Ils ne trouveront pas leurs députés, par exemple, ce qu'ils disent. Même dans les milieux juridiques, en Normandie, j'ai des gens que je connais très bien dans le juridique et dans la justice, qui m'ont dit, dans tous les cas de figure, ils prévoient l'élection de Marine. Ils le prévoient. Donc ça veut dire qu'ils sont aujourd'hui en train de préparer. Oui, bien sûr. Les plans sont en train d'être modifiés par rapport à cette élection, ce qui est dramatique. C'est dramatique parce qu'on entrerait dans des logiques d'énormes conflictualités. En termes de cohésion nationale, je parle de cohésion nationale. Oui. Il y a un vrai... or, moi, j'ai peur de logique de guerre civile, pour parler franc. Oui,